Bonjour à tous, bienvenue dans ce MOOC sur Solidity. Il s'agit aujourd'hui d'une introduction. Donc on va vraiment survoler le sujet. On plongera un petit peu plus sérieusement dans Solidity dans les sessions suivantes avec mon collègue Node-RIDER aussi qui fera quelques approfondissements. Merci à ceux qui sont là pour voir le live et puis si vous regardez sur YouTube le replay, bonjour à vous et pensez bien sûr à vous abonner à la chaîne BNB Chain. On a pas mal de contenu en français et en anglais, donc il y en a pour tous les goûts sur tous les sujets. Vous allez forcément apprendre des choses. Alors au programme ce soir, on va déjà rafraîchir rapidement les esprits en parlant un petit peu d'une DApp. Qu'est-ce qu'une DApp? Comment fonctionne la blockchain? Pourquoi est-ce qu'on appelle ça Ethereum Virtual Machine? C'est certainement une expression que vous avez déjà entendue. Donc ça, c'est vraiment une approche, on va dire généraliste. Et après, on va plonger un petit peu plus dans le sujet de Solidity. Donc c'est un MOOC qui s'adresse quand même principalement à des développeurs qui peut-être n'ont jamais fait de développement sur la blockchain, c'est pas grave, mais d'avoir quelques notions en développement, peu importe le langage, suffira largement en fait, à comprendre tout ce qui va être expliqué ce soir. Donc on va rappeler les grands principes, comment ça marche, comment se structure un smart contract. On va essayer de voir un petit peu de code déjà existant et voir comment on peut déployer son propre contrat. Donc vraiment les bases, mais qui permet normalement de couvrir de quoi pouvoir démarrer sereinement un apprentissage de Solidity en tout cas, pour ceux qui se lancent. Ok, donc on commence avec un petit rappel sur qu'est-ce qu'une DApp. Donc une DApp ou Decentralized Application, donc c'est une expression que vous avez déjà peut-être vu passer. Alors des fois on voit des apps de DeFi, des apps Web3, des DApp, bon, c'est tout à peu près la même chose, hein. Euh, donc on faut savoir que les blockchains sont programmables, donc c'est pas toutes, mais on va dire les blockchains récentes quand même proposent toute une couche de programmabilité qui permet d'avoir des interactions entre des utilisateurs et des petits programmes qui sont directement hébergés sur la blockchain. Donc en réalité, euh, un programme sur une blockchain, sur les blockchains EVM, on appelle ça un contract, mais par exemple sur d'autres blockchains, ça peut s'appeler des programmes ou ça peut avoir n'importe quel autre nom. Et donc sur les blockchains telles que BNB Chain justement, mais ça marche aussi bien sûr Ethereum, Polygon et compagnie, c'est toujours la même chose. Donc un programme c'est un contract ou un contrat et un contrat se loge sur une adresse un petit peu comme si c'était une adresse de wallet, sauf que cette adresse va contenir des données qui sont des données binaires. Donc le code source lui n'est pas directement en clair sur la blockchain, il est compilé, on verra ça tout à l'heure. Et donc ce sont les données compilées qui sont stockées sur la blockchain à cette adresse. Donc que contient un contrat? Il contient des variables dont la valeur, donc j'ai noté ici la valeur est identique et connue pour tous, puisqu'en fait il n'y a qu'une seule blockchain, et la blockchain est dans un état qui est identique pour tout le monde à un moment donné. Donc à un certain niveau de bloc, tout le monde a les mêmes datas. Donc ça nous permet, en réalité la blockchain c'est une espèce de programme réparti que tout le monde peut exécuter, et tout le monde peut avoir accès à ce programme, et pouvoir interagir avec en lecture ou en écriture. Voilà, donc ce que je disais donc sur application décentralisée pour le terme DApp. Alors, c'est peut s'agir d'un contrat, mais pas forcément un seul. Ça peut être aussi un ensemble de contrats qui interagissent entre eux. Et d'ailleurs, en réalité, c'est surtout comme ça que ça se passe pour la quasi-totalité des applications Web3. En général, c'est un ensemble de contrats qui interagissent entre eux, parce qu'on a quand même des limites dans un contrat. Euh, Si vous avez déjà fait du développement programmé objet, un contrat, en fait, c'est simplement un objet avec des attributs et des méthodes. Et bien sûr, c'est pas suffisant pour créer une logique business complexe. Donc, on a régulièrement besoin de plusieurs objets qui communiquent entre eux avec des fonctionnalités différentes. Donc, une DApp peut avoir plusieurs contrats et en général, une DApp possède plusieurs contrats. Et petite subtilité, une fois qu'un contrat est déployé sur la blockchain, son code source ne peut plus jamais être modifié. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Faire du développement pour la blockchain, c'est quelque chose qui demande pas mal d'attention, qui demande du sérieux, parce qu'on n'a pas vraiment le droit à l'erreur. Une fois qu'un contrat est déployé, on ne peut plus jamais le modifier. Donc si on a fait une bêtise dedans, ou que si on a un cas auquel on n'a pas pensé, qui fait que le contrat se met dans une situation où il est bloqué, on peut avoir des fonds qui sont perdus. Donc des fonds perdus, c'est pas forcément des fonds qui se font voler. On peut très bien envoyer des tokens dans un contrat, et parce que le code est mal fait, la logique fait qu'on ne peut plus jamais les retirer. En fait, ces tokens qui sont envoyés dans le contrat, ils deviennent freeze à tout jamais, quoi. Donc, bien sûr, il existe des solutions qui permettent de mettre à jour des contrats, mais en réalité, ça passe toujours par un contrat qui est en avant, qui fait office de proxy vers un autre contrat qui est derrière, quelque chose comme ça, puisque dans les faits, le code, lui, ne peut jamais être modifié.
Donc, quand vous avez des applications qui vous disent, ben voilà, on a fait une mise à jour, tel système, etc. Ben, en réalité, ils ont une espèce de proxy, quoi. Vous avez un contrat qui est en amont avec lequel tout le monde interagit, et derrière, ça va exécuter d'autres contrats. Et des administrateurs peuvent modifier les contrats de destination. Donc, on verra des exemples tout à l'heure. Bien sûr, ça peut créer bien sûr des problèmes de sécurité, puisque il suffit qu'un administrateur malveillant change un contrat qui est derrière, avec lequel vous savez pas forcément que vous avez interagi. On peut avoir comme ça des choses malveillantes qui se passent. Donc, bien sûr, ça a des avantages et des inconvénients. Après, l'autre avantage, c'est également quand même la confiance, puisque quand un contrat est déployé, si on est capable de lire et de comprendre le code, donc il n'y a même pas forcément besoin d'être développeur, de créer des applications. Le simple fait de savoir lire du code Solidity, ça permet de se faire son propre audit, en réalité, d'avoir une vue globale sur comment fonctionne le projet, et ça permet de se rassurer, puisque comme le code ne peut pas être modifié, si en lisant le code, on estime que cette application est safe, eh ben on peut y aller. Parce que pour le coup, on a fait notre propre recherche, comme on dit, faites votre propre recherche. Là, on peut dire qu'on l'a fait jusqu'au bout. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle d'Ethereum Virtual Machine? Évidemment, il n'y a pas un ordinateur qui s'appelle Ethereum et qui fait tourner du code. Non, en fait, on appelle ça comme ça, puisque si vous prenez la blockchain dans sa globalité, avec les données qui sont stockées, les données des contrats et ce que font les contrats, on peut voir ça comme un ordinateur géant. Euh, un ordinateur qui va contenir de la mémoire. Donc, ouais, voilà, de la mémoire. Et avec des programmes et des utilisateurs qui vont pouvoir exécuter ces programmes, qui vont modifier l'état de la mémoire, qui va donc forcément se modifier chez tout le monde en même temps. Donc, c'est pour ça qu'on peut voir ça comme un espèce d'ordinateur monde. Et comme je disais, les contrats sont compilés. Donc, on utilise du code compilé qui est sous forme de bytecode. Alors, le bytecode, c'est quoi? C'est pas du code binaire qui est directement exécuté par un processeur. Donc c'est un code qui est également binaire. C'est un jeu d'instructions binaires qui est évalué par un programme sous-jacent. C'est un petit peu le fonctionnement de Java pour ceux qui ont fait du Java. Quand on compile du Java, ça crée du bytecode et après c'est la Java Virtual Machine qui va lire ce bytecode et exécuter les opérations en conséquence. Bah là, c'est la même chose. On a un bytecode avec tout un nombre d'opérations qui sont vraiment les opérations de base que permettent Ethereum et bien sûr toutes les blockchains forkées de Ethereum. Et ce sont les nodes, tout simplement, qui vont exécuter ce code. Quand un utilisateur souhaite interagir avec un contrat, eh bien, les nodes ainsi que les mineurs vont exécuter le bytecode et modifier l'état de la blockchain si l'état de la blockchain doit être modifié par ce code qui est exécuté. Et donc là, j'ai mis un petit exemple. Alors, c'est vraiment une métaphore, hein. Vous pouvez voir comme un ordinateur avec des fichiers texte, et les fichiers texte, en fait, ce sont les balances de tous les utilisateurs. Donc, par exemple, lui, ce premier, il a 3 BNB, l'autre, il a 5 BNB, et à une autre adresse, bah, c'est pas un utilisateur, c'est un programme. Et donc, c'est pancakeswap.exe. Alors, c'est vraiment métaphorique, hein, c'est pour que vous puissiez comprendre, hein. Et on a pancakeswap state, qui est en fait l'état de PancakeSwap. En réalité, c'est quoi? C'est la valeur de toutes les variables qu'il y a dans le contrat de PancakeSwap. Et n'importe quel utilisateur peut dire, ah ben moi, je veux exécuter PancakeSwap avec telle donnée, et puis ça va modifier l'état de la blockchain, ça va modifier sa balance, ça va modifier la balance de quelqu'un d'autre, etc., etc. Donc voilà pourquoi on appelle ça Ethereum Virtual Machine, puisqu'en fait c'est très ressemblable à du Java sur le fonctionnement. Alors, la syntaxe de base, donc Solidity, donc c'est un langage qui est plutôt supporté par des utilisateurs de JavaScript à la base. Par exemple, le compilateur officiel, entre guillemets officiel de Solidity, parce qu'en vrai, c'est open source, n'importe qui pourrait créer son propre compilateur, mais on va dire le compilateur de base Solidity est codé en Node.js, et la syntaxe de Solidity fait plutôt penser à du JavaScript. Il y a d'autres solutions qui permettent de coder pour la blockchain, comme par exemple le Viper, qui est un langage qui ressemble à du Python. Donc qui est quasiment la même syntaxe. D'ailleurs, Viper c'est un serpent, Python c'est un serpent, voilà, c'est la petite référence. Donc c'est pour dire, il y a pas qu'une seule façon de coder pour la blockchain. Après, je pense que Solidity c'est encore aujourd'hui un des langages les plus populaires, mais savoir que Viper est également utilisé par des gros projets. Par exemple, sur la BNB Chain, PancakeSwap utilise Solidity et Ellipsis utilise Viper. Donc c'est comme Solidity reste majoritaire, mais les autres langages aussi tendance à se développer assez rapidement. Il y en a encore d'autres, j'ai plus les noms en tête. Moi, j'ai fait que du Solidity à titre personnel parce que Python, je suis pas très fan. Je viens plus d'un écosystème web, donc j'ai été plus attiré vers Solidity. Donc, quelles sont quand même les choses importantes à noter sur Solidity? C'est un langage typé, donc qui a un fort typage. C'est pas comme du PHP ou du JavaScript. On peut pas avoir un entier qui se transforme en chaîne de caractères. Ça, c'est pas possible. Donc, c'est un langage qui est fortement typé, qui supporte l'héritage. Donc, un contrat. Comme je disais, hein, en fait, un contrat, c'est un peu l'équivalent d'une classe. Donc, un contrat peut hériter d'un autre contrat.
on a des bibliothèques et on peut avoir des types complexes. Donc quand je dis des types complexes, je parle de tableaux et de tableaux associatifs. Donc ce sont deux choses très différentes sur Solidity. On verra un petit peu les détails de tout ça. Mais là, comme vous le voyez, avoir des types, de l'héritage des bibliothèques, ça permet déjà de faire quasiment tout ce qu'un langage software serait capable de faire. Donc là, vous envisagez déjà la puissance qu'il y a derrière. Donc j'ai noté Solidity est élégant, je sais pas, c'est un terme que j'aime bien. C'est ce que je me suis dit la première fois que j'en ai fait. Euh, Ça m'a un peu réconcilié avec le dev software, comme on peut dire. C'est un peu un mélange entre C, Java, JavaScript, et on a un certain nombre de mots-clés qui font qu'on peut vraiment tout imbriquer de façon assez simple et assez limpide. En tout cas, lire du code Solidity, c'est assez limpide, et ça permet de faire de manière intelligente tout ce que la blockchain est capable. Alors, inconvénient forcément d'un langage très jeune, puisque Solidity n'existait pas il y a quelques années, hein, déjà les blockchains programmables n'ont que quelques années, et donc les applications dessus sont encore plus jeunes. Donc on a énormément de mises à jour qui se font sur Solidity, et il arrive régulièrement que des nouvelles versions créent des incompatibilités avec les versions précédentes. Donc vous allez le voir tout à l'heure, dans vos fichiers de code source, il est obligatoire d'indiquer quelle est la version du compilateur Solidity qu'on souhaite cibler. Ça, c'est un peu l'inconvénient des trucs qui sont encore en pleine évolution, mais c'est normal, c'est très jeune, le système va encore pas mal évoluer avec les prochaines années. Une chose très importante à savoir également, l'EVM travaille avec des nombres entiers sur 256 bits. C'est quelque chose qui est extrêmement rare en informatique. Généralement, les entiers sont stockés sur 32 bits en mémoire, voire 64 bits de temps en temps, mais on va dire plutôt sur 32. Des entiers sur 256 bits, c'est un nombre qui est relativement énorme. On n'a pas forcément l'habitude de travailler avec, mais c'est quelque chose qu'il faut savoir. Si on déclare des entiers à tout va sur l'EVM, ça consomme beaucoup de mémoire. Et comme vous le savez, la blockchain est répartie partout dans le monde, donc la mémoire coûte extrêmement cher, puisque chaque mineur, chaque node doit avoir une version de la totalité de la blockchain sur son serveur. Donc stocker des informations sur la blockchain, c'est quelque chose qui coûte très cher. Quand je dis que ça coûte très cher, je parle en gaz, bien sûr. Et donc voilà, donc au final, cette dernière phrase qui nous dit que seul le bytecode compte, c'était pour dire qu'il y a plusieurs façons de coder pour la blockchain, donc Solidity n'est pas la seule option. Si vous voulez en étudier d'autres, il y aura très probablement des ateliers sur d'autres langages qui se feront sur BNB Chain. Donc ça, c'est à venir. On n'a pas encore prévu tout l'agenda, mais ça viendra probablement. Donc on passe au cœur du sujet, donc la syntaxe de base. On a ici un contrat qui est vraiment très simple, qui nous montre tout simplement la base, qui est de stocker une valeur sur la blockchain et de pouvoir la récupérer et de la modifier quand on veut. Donc sur tous les éléments qui sont ici, on va un petit peu creuser comment on déclare ici une variable, comment on déclare les fonctions, quels sont les différents types de fonctions qu'on a, et en fait quels sont les mots-clés obligatoires. Donc le tout premier, c'est un commentaire, c'est simplement la licence de votre code, puisque Solidity est très orienté open source. C'est un langage qui est vraiment conçu pour créer des applications open source. C'est un peu l'essence de la blockchain. Une app de DeFi qui n'est pas open source, ça donne pas forcément confiance aux utilisateurs. Malheureusement, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup sur d'autres blockchains. On n'est pas là pour bâcher sur les autres blockchains, mais pour moi, c'est quelque chose qui est très important qu'une DApp doit être open source. Et c'est pour ça qu'on a tout un tas de licences qui sont gérables. Bien sûr, c'est optionnel, c'est un commentaire. Mais si vous ne mettez pas la licence en première ligne, vous allez avoir un warning à la compilation. Donc c'est vraiment un rappel pour dire que l'open source est important dans la blockchain. La deuxième ligne, Pragma Solidity. Ici, on indique la version cible pour le compilateur. Comme je disais tout à l'heure, au fur et à mesure des mises à jour qui sortent, on a des choses qui se cassent d'une version à l'autre. Donc c'est obligatoire d'indiquer la version que vous souhaitez cibler. Et d'ailleurs, si dans votre projet, vous avez plusieurs contrats et qu'il y en a un qui demande, par exemple, la version 0.7 et un autre qui demande la version 0.6, alors que le premier n'est pas compatible avec 0.6, vous n'allez pas pouvoir compiler votre projet, vous allez avoir une erreur. Donc il faut faire attention à bien harmoniser les versions que vous souhaitez utiliser. Notamment également quand on va importer des librairies externes, puisqu'il existe, comme dans tous les langages de programmation, des librairies externes qui vous permettent de gagner du temps sur pas mal de features. En général, ils sont assez permissifs sur les versions, mais il peut quand même y avoir quelques petites contraintes, et des fois, c'est un petit peu un casse-tête. Donc voilà, faire bien attention aux versions, pas être trop exigeant, et de toute façon, tant qu'on n'utilise pas des fonctionnalités qui ne sont pas rétrocompatibles, qu'on compile avec la version 0.6, 0.7, 0.8, ça n'a pas trop d'importance. Il me semble qu'actuellement, on est sur 0.8, quelque chose à l'heure où on enregistre ce MOOC, mais moi, régulièrement, dans la plupart des fichiers Solidity que j'ai vu passer dans les projets sur lesquels j'ai travaillé, en général, ça vise la version 0.6 ou 0.7. Bon, il n'y a pas trop de
En vrai, c'est pas très très important, mais bon voilà, si vous avez des problèmes avec les versions, essayez d'être le plus permissif possible, à moins que vous utilisiez vraiment des fonctionnalités très très particulières. Donc les attributs maintenant, donc on a un fichier Solidity contient toujours un smart contract en général. Et le contract, vous pouvez le voir un petit peu comme une classe qui va être instanciée au moment où vous allez déployer votre contrat. Et donc cette instance du contrat storage ici contient un attribut dans cet exemple qui s'appelle number, qui a un uint 256. Donc U c'est unsigned. Donc c'est un entier non signé sur 256 bits. Donc ce qui va donc de 256.0 jusqu'à 256.1, donc ça fait des nombres absolument gigantesques. Mais comme je disais tout à l'heure, les blockchains EVM travaillent sur des entiers 256 bits uniquement. Donc on a un entier qui s'appelle number, et on a deux méthodes, une méthode qui s'appelle store et une méthode qui s'appelle retrieve. Ces méthodes, on va pouvoir interagir avec elles. Donc ces deux méthodes vont être accessibles publiquement une fois que le contrat est déployé. N'importe qui va pouvoir appeler store et retrieve. Et ces deux méthodes vont utiliser, donc soit store va écrire dans cette variable number, soit retrieve va les lire dans la variable number. Donc première chose sur les attributs, la liste des mots-clés qu'on peut utiliser ici, on a bien sûr, donc on peut définir des constantes. L'avantage d'une constante, c'est qu'elle n'occupe pas de mémoire. Elle sera codée en dur directement dans le bytecode du contrat. Donc niveau gaz, c'est pas mal. Si vous avez des constantes à utiliser, bah, vous pouvez déclarer des types constantes. Les variables peuvent être en public ou en private. Donc là aussi, il y a une petite subtilité. Une variable qui est en private, c'est pas parce qu'elle est en private que personne ne peut connaître la valeur, puisque la blockchain, comme vous le savez, tout le monde a la totalité des informations. Si elle est en private, elle est simplement pas accessible directement depuis une porte que le smart contract aura ouvert au public, mais n'importe quel node qui détient l'état de la blockchain à un moment donné peut aller scanner la mémoire pour avoir l'information. Donc c'est pas parce qu'une variable est private qu'elle est secrète. Pas du tout. Il n'y a aucune information secrète dans la blockchain. On peut également mettre un mot-clé immutable. Si on met ce mot-clé, donc la variable n'a pas forcément de valeur au moment où le contrat est déployé, et la première fois qu'on lui assigne une valeur, après elle gardera cette valeur pour toujours, on ne pourra plus modifier la variable. Et donc voici tous les types qui sont possibles en Solidity. Donc on a les booléens, true, false. On a tous les entiers, et donc les entiers peuvent être soit sur 8 bits, 16 bits, 32 bits, 256 bits. Ils peuvent être signés ou non signés. Donc petit rappel, les nombres signés peuvent être négatifs alors que les nombres non signés ne sont pas négatifs. Ça c'est sur la façon dont le nombre est encodé en mémoire. On peut avoir un type adresse. Donc le type adresse est très utile pour stocker l'adresse d'un utilisateur, stocker l'adresse d'un autre contrat ou peu importe. Donc c'est un type adresse. Donc c'est pour stocker une adresse de wallet ou de contract. On a un type bytes qui va de bytes 1 jusqu'à bytes 32 qui permet de stocker des octets bruts. C'est un type qu'on n'utilise pas très souvent, mais on l'utilise quand on a affaire, par exemple, à des signatures numériques. Quand on veut récupérer une donnée signée, on récupère des octets binaires basiques. Donc ça se stocke dans des types bytes. On a des types string. Attention avec les strings. Comme je l'avais dit, le stockage sur la blockchain, ça coûte extrêmement cher en gaz. Donc n'abusez pas des strings, mettez-en le moins possible. Essayez de travailler avec des entiers. On a après un type mapping et array. Donc les deux, ce sont des tableaux, mais le fonctionnement est très différent entre les deux. Le mapping, c'est l'équivalent d'un tableau associatif, un petit peu comme du clé-valeur en JSON. Alors que l'array, c'est vraiment un tableau avec un index 0, 1, 2, 3, 4, etc. Il faut savoir que niveau gaz, lorsque vous exécutez votre code, mapping et array sont extrêmement différents. Un mapping, donc le mapping c'est un clé-valeur. On peut avoir n'importe quoi en clé. Donc les clés ça peut être des adresses. Par exemple, c'est comme ça qu'on stocke la balance d'un utilisateur dans un smart contract qui est un token, donc un token BEP20. La balance de chaque utilisateur est dans un mapping de adresse vers UIN 256. Donc chaque adresse détient une balance. Et l'intérêt c'est que une variable de type mapping, on peut accéder à n'importe quelle clé de ce mapping sans avoir besoin de parcourir tout le tableau. Donc ça, pour le gaz, c'est très très important parce que un array, vous ne pouvez pas accéder à une valeur d'un array sans en connaître sa position. Donc vous pouvez pas avoir la valeur d'un élément dans le tableau sans connaître sa position dans le tableau. Donc pour ça, vous avez à parcourir tout le tableau, ce qui peut être extrêmement dangereux puisque, comme vous le savez, il y a une limite de quantité de gaz par bloc. Et si cette limite est atteinte, puisqu'en fait, plus votre tableau va grossir au fur et à mesure que vous avez des utilisateurs qui viennent rajouter des données dans votre tableau sur la blockchain, si vous faites un parcours complet du tableau, au bout d'un moment, ça va coûter tellement cher en gaz que en fait, la transaction va échouer parce que vous allez atteindre la limite de gaz pour le bloc. Donc les types array c'est à utiliser dans des cas très spécifiques avec parcimonie. Principalement, on utilise plutôt les mappings. Ça, c'est petite information subtile sur la gestion du gaz, mais c'est très important. Donc je parlais tout à l'heure du stockage des entiers sur 256 bits.
dans la mémoire de la blockchain, ça se représenterait forcément comme ça à chaque fois. Donc si vous déclarez 3 entiers sur 256 bits, donc niveau blockchain, ce serait stocké comme ça. Donc un chiffre, ici, ça correspond en réalité à un chiffre hexadécimal. Donc un chiffre, c'est 4 bits. Donc tout ça, multiplié par 4, ça fait 256. Et la petite optimisation que vous pouvez faire pour ça aussi pour le coût en gaz pour le stockage sur la blockchain, c'est que si vous utilisez des entiers que vous encodez sur moins de 256 bits, déclarez-les les uns à la suite des autres, puisque automatiquement Solidity va faire en sorte d'utiliser un seul espace de 256 bits. Par exemple, si vous avez des entiers sur 32 bits, vous les déclarez les uns à la suite des autres, et vous allez avoir ici sur 7 espaces de 256 bits, vous allez avoir ici un entier, puis un deuxième entier, puis un troisième entier, puis un quatrième, cinquième, sixième, etc., etc. Et il me semble d'ailleurs que c'est même la même chose pour les booléens. Et les booléens occupent un énorme espace et quand vous les stockez à la suite, alors je suis plus sûr pour les booléens, en tout cas dans les bases de données ça marche comme ça, mais sur les entiers je suis quasiment sûr que c'est le cas. Sur Solidity, je peux peut-être me tromper, mais il me semble bien que c'est le cas. Donc voilà, faites attention avec ces choses-là, ça peut avoir son importance si vous voulez faire économiser du gaz à vos utilisateurs. Voilà, donc là, ça on l'a déjà vu. Donc j'avais parlé des constantes et des immutables, public et private, ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc quand on a un attribut ici qu'on déclare public, ce qui va se passer à la compilation, c'est que Solidity va ajouter, en fait, quasiment comme une fonction qui s'appelle number, puisqu'en fait n'importe qui va pouvoir appeler la méthode number sur le smart contract et récupérer la valeur de cette variable number, bien que ce soit pas une fonction. C'est un attribut. Mais quand ça va être déployé, une porte va s'ouvrir dans le smart contract pour que n'importe qui puisse accéder à la valeur de number. Donc ça, c'est la seule différence entre public et private. Si vous le mettez en private, cette porte ne s'ouvre pas. Donc on ne peut pas facilement accéder à la valeur. Mais si on connaît l'état de la blockchain, évidemment qu'on peut avoir l'information de la valeur. Comment déclarer maintenant donc les méthodes? Donc les méthodes peuvent avoir, on a pas mal de mots-clés pour les méthodes. Elles peuvent s'écrire de pas mal de façons différentes. Bon, évidemment, on peut mettre autant d'arguments qu'on veut à sa méthode. On a 3 façons pour la déclarer. On la déclare soit en internal, soit en public, soit en external. On va voir un petit peu la différence. On peut déclarer une view ou un pure. Donc on verra aussi tout à l'heure ce que ça fait. On peut déclarer un modifier et on peut déclarer toutes les valeurs de retour. Donc voilà, petite chose qui peut être utile. En Solidity, on peut retourner plusieurs valeurs. Une fonction ne returne pas qu'une seule valeur, peut en retourner plusieurs. Donc première chose, entre internal, public et external, la différence qu'on va avoir, c'est qu'une fonction qui est internal ne pourra jamais être appelée en dehors du smart contract. C'est une fonction qui est uniquement appelée dans d'autres fonctions du smart contract. C'est très utile, bien sûr, pour optimiser le gaz. Une fonction qui n'a pas vocation à être appelée de l'extérieur, bah, vous la mettez en internal, ce qui permet au moment de la compilation de ne pas avoir à ouvrir une porte pour que les gens puissent accéder à cette fonction de l'extérieur. En fait, l'équivalent en C ou en assembleur, en fait, ce serait un jump, quoi. Ça c'est une fonction, mais c'est pas vraiment une fonction. En tout cas, une fois que c'est compilé, c'est plus vraiment une fonction. Ça devient des jumps qui vont aller chercher ce code et qui après reviennent, etc., etc. Ça allège, bien sûr, votre code final. Ensuite, une fonction publique, bah là, c'est un peu comme dans n'importe quelle programmation objet. Une méthode qui est publique, bah, elle est accessible à la fois depuis d'autres méthodes du smart contract, mais aussi depuis l'extérieur. Donc, une fois que le smart contract sera déployé, n'importe qui pourra appeler cette méthode pour soit modifier des choses, soit récupérer des informations. Et autre petit détail, c'est de déclarer une fonction en external. Une fonction qui est déclarée en external ne peut être appelée que depuis l'extérieur. Donc là, c'est une fonction qui n'est jamais appelée à l'intérieur du smart contract. Il n'y a pas vraiment de différence techniquement avec public. On va dire la finalité est la même, mais une fonction qui est externale va vous permettre d'économiser aussi du gaz par rapport à une fonction qui est publique. Alors là, après, c'est sur vraiment la façon dont ça se compile, mais il faut savoir qu'une fonction qui ne vous sert pas à l'intérieur du smart contract, si vous la déclarez en external, vous allez économiser en gaz. Dans notre exemple ici, la fonction store et la fonction retrieve, elles ne sont pas utilisées ailleurs. On les a écrites ici pour qu'elles soient utilisées directement depuis l'extérieur. Donc c'est pour ça qu'elles sont déclarées en external, les deux. Si on avait eu une troisième fonction qui utilisait store ou retrieve, on n'aurait pas pu l'appeler en external, ça ferait une erreur à la compilation, donc il aurait fallu le passer en public. Enfin, vous avez compris le principe. Autre mot-clé, donc on a view et pure. On peut aussi ne rien mettre, hein, donc une fonction standard n'a pas un de ces deux mots-clés. Donc le mot-clé view, c'est simplement pour indiquer que cette fonction retourne une valeur et qui ne fait que de la lecture. Cette fonction ne modifie jamais l'état de la blockchain. Donc modifier l'état de la blockchain, ça veut dire écrire. Écrire, c'est modifier une variable. Puisque toute modification de valeur dans la blockchain coûte du gaz. Donc là, il y a un impact direct, ce qui veut dire qu'une fonction qui fait de l'écriture veut dire transaction,
veut dire ça coûte du gaz, veut dire il faut faire la petite pop-up, MetaMask, machin, je clique, j'approuve, j'exécute et tout ça. Donc ça, on va dire ça c'est la fonction classique. C'est tout ce que ne fait pas View. Si vous avez une fonction qui est en View, vous êtes sûr que cette fonction ne modifie jamais l'état de la blockchain, ce qui veut dire qu'il n'y a pas besoin de dépenser de gaz, ce qui veut dire qu'il n'y a pas besoin de faire de transactions. Il suffit d'avoir un node ou un RPC et de demander à appeler cette fonction, et cette fonction vous enverra tout de suite son résultat. Puisque vous n'avez pas besoin de modifier l'état de la blockchain, vous n'avez pas besoin de payer du gaz, du coup il n'y a pas besoin de faire de transactions. Voilà à quoi sert le mot-clé view. Donc là aussi c'est pour une histoire de lisibilité. Si vous ne mettez pas view et que vous faites une fonction qui ne modifie pas l'état de la blockchain, c'est pas grave, ça ne fera pas d'erreur. Vous allez avoir quand même un warning à la compilation, puisque le compilateur est capable de détecter que cette fonction ne modifie jamais l'état de la blockchain. Donc va vous conseiller d'ajouter view, mais c'est pas obligatoire. Ça, une fois de plus, c'est pour la lisibilité. C'est quand même plus sympa. Surtout puisque si votre code est amené à être open source, eh ben, vous allez pouvoir par exemple lister la liste de toutes les fonctions disponibles dans votre contrat, et ça permet à n'importe quel développeur ou utilisateur en un coup d'œil de voir bah, ça c'est une view, ça c'est une view, ça c'est une view. Donc ce sont des choses qui pour la lisibilité sont bonnes. Donc ce sont des bonnes pratiques. Autre mot-clé, c'est pure. Pure, c'est une fonction qui est un petit peu comme la view, sauf qu'elle ne lit même pas l'état de la blockchain. Donc, pure, c'est une fonction ici que j'ai mis une valeur prédictible qui ne dépend jamais de l'état de la blockchain. On pourrait la coder en dehors de la blockchain. Donc une pure, ça serait par exemple une fonction qui retourne un truc statique du genre 3 x 5, donc ça retournerait toujours 15. Par exemple. Donc ça, c'est une fonction qui n'a rien à faire dans ce smart contract. Elle pourrait être ailleurs, mais on décide de l'intégrer parce que bah, pour les autres développeurs qui vont travailler avec nous, avec ce smart contract, ou qui vont implémenter une interface, bah, ça va être plus simple pour eux. En fait, on leur prémâche une partie du travail en utilisant les outils que Solidity nous met à disposition pour leur retourner des valeurs qui sont déjà utiles. Souvent, c'est pour mettre en forme des nombres ou pour faire des calculs de pourcentage de reward ou de choses comme ça. D'ailleurs, bah, on a sur le canal Telegram, Babar nous dit la view peut être la consultation des rewards dans une pool. Absolument. Absolument. La fonction view va aller lire dans votre contrat la date des dernières rewards qui ont été faites, va comparer avec l'heure actuelle. La différence entre les deux, bah, par exemple, c'était la dernière fois qu'il y a eu des rewards, c'était il y a 15 minutes. Cette fonction va faire le calcul 15 minutes fois le nombre de rewards par seconde et retourner la valeur. Donc ça, c'est typiquement c'est une fonction view. Et cette fonction va pouvoir être appelée avec le RPC directement. Donc typiquement, l'interface web va utiliser le RPC, exécuter cette fonction view qui va retourner les rewards, et hop, ça va s'afficher sur le site sans avoir besoin de demander une transaction, évidemment. Donc c'est un exemple parfait pour une fonction type view. Et d'ailleurs, dans notre exemple ici, on a la fonction retrieve qui est anti-view, puisque la seule chose qu'elle fait, c'est lire l'état de number et le retourner. Donc bah, le return, ça vous connaissez tous, hein. Comme vous le savez, une fonction peut retourner des valeurs, une ou plusieurs valeurs. Donc ça c'est la chose sympa en Solidity, vous pouvez mettre la fonction return int, et vous pouvez retourner 3 entiers d'un coup. Ça c'est l'avantage avec vos fonctions, elles peuvent retourner plusieurs valeurs, et après en général, votre interface web, si vous le codez en JavaScript derrière, votre fonction qui va retourner 3 valeurs, ça va être vu comme un tableau, quoi, avec les 3 valeurs dedans. Et enfin, le dernier mot-clé, le modifieur, on verra des exemples tout à l'heure. Le modifieur, ça permet d'ajouter un petit bloc de code qui est amené à être utilisé de façon récurrente dans plusieurs fonctions, et qui, en général, on utilise ça pour le contrôle d'accès. Si on veut faire des fonctions qui sont réservées aux administrateurs, ou qui sont réservées à des gens qui sont whitelistés, ou des choses comme ça, on utilise des modifieurs. C'est plus simple pour la lisibilité. En réalité, rien n'empêcherait d'avoir une autre fonction internal qui s'appellerait check access, et puis partout dans toutes les fonctions qu'on veut rendre accessibles qu'aux administrateurs, on mettrait en première ligne de la fonction, on mettrait check access, if check access, ou des choses comme ça. C'est plus élégant de le faire avec un modifieur. Une fois de plus, c'est pour la lisibilité, puisqu'en fait, une fois qu'on listera la liste de toutes les fonctions de notre smart contract, on verra en un coup d'œil quelles sont les fonctions qui sont réservées aux administrateurs, par exemple. Les modifieurs servent surtout à ça. On va toucher un petit mot sur les librairies. Donc, comme dans tous les langages, vous pouvez importer des librairies externes. Les plus connues d'entre elles sont développées par un projet qui s'appelle OpenZeppelin, qui est open source. Ils ont développé tout un tas de smart contracts que vous pouvez utiliser pour créer vos applications. Par exemple, ils implémentent des conventions telles que BEP20, BEP721 pour les tokens normaux, pour les NFT. En fait, il y en a plein d'autres. Ça vous aide à faire des calculs sans risquer des erreurs. Ça peut vous aider à contrôler l'accès à votre smart contract. On a des modèles de proxy qui sont déjà faits, des choses comme ça.
on va voir tout à l'heure un petit peu la liste des choses qui sont accessibles grâce à OpenZeppelin. OpenZeppelin est énormément utilisé. Évidemment, le plus gros avantage, c'est qu'il y a moins d'erreurs humaines, puisque c'est un projet open source sur lequel il y a beaucoup de monde qui contribue. Et surtout, ça permet d'implémenter des conventions. Et les conventions, ça sert à permettre plus d'interactivité entre les projets. Des projets qui sont complètement indépendants. Ce sont ces conventions qui font que un AutoFarm, un Bifi peut communiquer avec PancakeSwap, alors que les deux teams ne se sont jamais parlé. Puisqu'en fait, chacun des deux respecte les conventions, et comme les conventions sont respectées, les smart contracts s'imbriquent les uns dans les autres automatiquement. Là, on a un petit exemple d'OpenZeppelin qui est installé. Donc, vous avez, d'ailleurs, j'ai pas ouvert tous les dossiers, je vous en montre que quelques-uns, mais comme vous pouvez le voir, vous avez tout un tas de tokens. Vous avez les tokens normaux, les NFT multiples. Vous pouvez gérer. Donc, on a un petit truc qui nous facilite la gestion des tableaux. Parce que comme je vous ai dit, c'est une galère pas possible les tableaux. On peut contrôler ici. Onable, c'est très utilisé pour savoir qui est le propriétaire du smart contract. Bref, on a plein de choses qui sont très utiles. Donc je vois dans les questions qu'on a sur le Telegram, bon je réponds aux questions en même temps, comme ça on avance aussi. On nous demande, donc Babar demande, est-ce que ça allait le smart contract de remettre à chaque fois les autorisations plutôt que de le faire en une seule fois? Alors si tu as du code qui est répétitif, qui est redondant, si tu copies-colles les mêmes lignes de code dans 3 fonctions, effectivement le code il va être 3 fois. Donc ça alourdit le contrat. Et puis en plus de ça, c'est une mauvaise pratique niveau dev. Une fonctionnalité doit être codée qu'une seule fois, puisque sinon si tu la modifies, tu as risque d'oublier ailleurs. Par contre, que tu le mettes en modifieur ou que tu fasses juste une fonction internal qui est appelée à 3 ou 4 endroits, je saurais pas te répondre, mais je pense que c'est kiff-kiff sur le poids du contrat. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut éviter tout ce qui est doublon de code, ça c'est sûr. Le code inutile doit être évité le plus possible. Alors, on va parler de Remix, qui est donc il y a un IDE qui est tout en web, qui vous permet, alors là, extrêmement facilement, vous n'avez pas besoin d'avoir d'environnement local, puisque ce setup un environnement local, c'est assez fastidieux. Et ce sera d'ailleurs le sujet du prochain atelier sur Solidity, et ce sera mon collègue NodeRider qui fera ça avec vous. D'ailleurs, il vous montrera Ardat. Donc ça, c'est pour développer en local, donc ça pour faire des plus grosses applications. Remix, c'est un IDE qui est tout en web. Donc vous ouvrez un onglet sur votre navigateur web et c'est bon, vous êtes prêt à coder, vous êtes prêt à déployer un contrat. Donc c'est super facile quoi. Il n'y a pas besoin d'avoir tout un setup assez complexe. Alors par contre, vérifiez si vous utilisez la version qui est hébergée sur le site d'Ethereum. Évidemment, assurez-vous de toujours utiliser le bon remix.ethereum.org parce que donc c'est open source, donc vous pouvez héberger le vôtre, mais ça veut aussi dire qu'il y a des versions malveillantes qui sont hébergées et c'est déjà arrivé qu'on a des versions malveillantes de remix qui sont sur des URL un petit peu obscures et vous pensez déployer votre petit contrat pour vous amuser, sauf qu'en fait quand vous avez cliqué, vous avez déployé un truc qui vous siphonne votre wallet. Donc faites attention, hein, il y a qu'une seule adresse, c'est remix.ethereum.org. Je l'ai ouvert ici, je suis dessus, donc c'est un site internet, hein, mais qui ressemble un petit peu à un éditeur de texte. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire notre propre token BEP1. Donc on va créer un token. On vérifie bien sûr l'URL, hein, toujours comme je l'ai déjà dit, on recheck l'URL. On voit qu'on est bien sur la bonne version. D'ailleurs, on a même un petit avertissement ici qui nous rappelle de vérifier l'adresse. Alors vous pouvez aussi l'auto-héberger, hein, c'est disponible sur GitHub, mais bon là on va utiliser la version en ligne. Et donc on va créer notre propre token BEP20. Donc je suis ici dans le workspace par défaut. Bon, on n'a pas besoin de créer un nouveau workspace. Après, si vous avez des projets un petit peu plus complets, vous pouvez créer des workspaces différents et tout, mais ça, une fois de plus, vu que c'est une version qui est en ligne, les données sont uniquement dans votre navigateur. Donc si jamais vous videz les cookies, le cache, le stockage local et compagnie, bah, ça va faire sauter vos workspaces. Donc je répète que Remix IDE c'est bien pour les petits projets, mais si vous avez un gros projet, attention parce que vous pouvez perdre des paramètres si vous videz vos cookies et tout. Donc voilà, faites attention avec ça. Donc là, on va rester sur le workspace par défaut et on va cliquer ici pour créer un nouveau contrat. On va appeler, par exemple, on va appeler le Brian Inu, le Brian Inu token. Donc le fichier peut se nommer comme on veut, hein. En réalité, c'est dans le code source qu'on va mettre le nom du token. Donc là, je l'appelle Brian Inu token.sol, l'extension pour les tokens Solidity. Donc créer un token ERC20, c'est plutôt simple puisqu'on va utiliser la ERC1 ou BEP20, hein, d'ailleurs, ça revient au même. On la refait. Donc pour créer un token BNB, putain. Donc pour créer un token BEP20, c'est plutôt simple. Il suffit de créer un contrat qui va utiliser la librairie OpenZeppelin qui implémente déjà le standard ERC20.
Donc pour ça, c'est relativement simple. Vous allez voir, en quelques lignes de code, c'est fait. Vous pouvez chercher sur Google ERC20 example contract et vous allez tomber sur la doc OpenZeppelin qui est pas mal. Vous voyez que là, ici, ce code-là vous permet de créer un token. Vous n'avez rien besoin de plus pour le créer. Donc on va expliquer dans les grandes lignes ce que fait ce code. Donc c'est assez simple. Donc vous voyez ici, je vais zoomer un petit peu. On a donc la version de Solidity, donc 0.8, ça marchera avec une autre. Hein, ces tokens-là, ça marche avec n'importe quelle version. Donc on importe depuis la librairie OpenZeppelin le contrat ERC20. Et en réalité, ce qu'on va faire, c'est que notre contrat va extend le contrat ERC20 de OpenZeppelin. Donc le système d'héritage fonctionne en Solidity comme si c'était des objets en Java. Donc notre contrat ici, qui va s'appeler en fait le Brian Inu Token, va extend ERC20. C'est la signification. Quand on fait contract Brian in token is ERC20, ça veut dire qu'il extend ce token. Je ne sais pas si je peux l'ouvrir ici. Je pense qu'on peut l'ouvrir dans Remix, mais je suis pas sûr. Au pire des cas, vous pouvez taper ça sur Google, vous tombez sur le GitHub d'OpenZeppelin, et ici vous avez le code source complet du contract ERC20. Notre contract en réalité, il va extend toutes ces fonctions. Donc on a toutes les fonctions qui répondent au standard ERC20, donc à savoir une fonction pour la total supply, pour les décimales, connaître la balance d'une adresse, transférer des tokens d'une adresse à une autre, approve, voilà, ici approve, vérifier un approval passé, voilà, on a des événements pour les transferts. Bon, voilà, il y a tout ça. Donc, vous pouvez vous renseigner pour creuser un petit peu le standard ERC20 pour voir comment il fonctionne. Et vous verrez que toutes les fonctions, il n'y en a pas tellement. En réalité, c'est un standard qui est plutôt simple. Vous voyez, là, on est déjà à la fin du fichier. Donc, en réalité, on n'a pas grand-chose. Les fonctions qui commencent par des underscores sont des fonctions privées qui sont internal, donc ils ne peuvent pas être utilisés en dehors du contract. Par exemple, on a la fonction burn et la fonction mint qui sont là. En général, elles sont prévues dans tous les contrats ERC20, mais c'est pas pour autant que n'importe qui peut mint des tokens, puis ce sont des fonctions qui sont internal, ce qui veut dire que personne ne peut les utiliser sauf si on l'a prévu ailleurs dans le code. Et donc là, on va voir qu'en créant notre token ici, on va se mint des tokens, mais si on n'a aucune autre fonction qui fait du mint, eh ben, il sera plus jamais possible de mint des tokens supplémentaires. Et donc c'est comme ça qu'on fait des tokens avec supply limité par exemple. Il suffit que la fonction mint internal ne soit pas disponible de l'extérieur et on est garanti qu'il n'y aura jamais plus de tokens que ça. Donc là c'est relativement simple. On appelle donc notre constructeur, on voit que le constructeur, on lui passe un nombre, on lui passe un entier pour la supply initiale. Alors nous on va pas le mettre, on va mettre un nombre en dur, ça va être plus simple. Donc là on va donner le nom Brian Inu Token. Et donc ça c'est le sigle, hein, donc le Brian, je sais pas, le BR, le BR Inu, le Brinou. Et donc vous voyez ici on a constructeur ERC20 avec des paramètres, et en fait ce sont les paramètres du constructeur de ERC20. Donc un contract peut extendre plusieurs autres contracts, et ici on mettrait les paramètres de chacun des constructeurs, de chacun des contracts pour lesquels on extend. Et on voit ici dans le code source de ERC20 qu'on a dans le constructeur ici un string name et un symbole. Donc nous ce qu'on fait, le name ça va être Brian Inu Token et le symbole sera BR Inu. Les décimales on va les laisser par défaut, donc par défaut c'est 18 décimales comme BNB, comme ETH, comme voilà, la plupart des jetons natifs des chaînes EVM sont sur 18 décimales, et la plupart des tokens ERC20 sont aussi sur 18 décimales, sauf quelques exceptions comme par exemple USDC qui est sur 6 décimales, et d'autres, par exemple le WBTC qui est sur 8 décimales puisque les Satoshi c'est sur 8 décimales, mais sinon à part ça on va dire dans 90% des cas on est sur 18 décimales, et donc là c'est ce qu'on va faire. Et donc, qu'est-ce que fait notre constructeur? Bon, je mets des retours en ligne pour que ce soit plus visible. Notre constructeur va mint des tokens. Donc, il va en mint ici, on va nous en donner 500 par exemple. Il va mint à qui? Il va mint à msg.sender qui est une espèce de mot-clé, voilà, un mot-clé réservé dans Solidity qui permet d'avoir l'adresse de celui qui exécute la transaction. Donc nous, en déployant notre contract, on va forcément déployer notre contract avec une adresse à nous, puisqu'on va devoir payer du gaz. Et donc c'est cette adresse-là qui sera dans msg.sender. Donc ça c'est très pratique après, même si vous voulez mettre des fonctions, des fonctions publiques à votre contract qui interagissent avec la personne qui appelle cette fonction, on utilise toujours msg.sender pour faire ça. En fait ça fait référence à celui qui appelle la fonction. Donc on va minter msg.sender du constructeur, donc c'est le créateur du contrat, on va minter 500 tokens. Et alors attention, donc le nombre de tokens doit être un nombre entier qui inclut les décimales. Donc il n'y a pas de nombre flottant, hein, comme on l'avait dit tout à l'heure, il n'y a pas de nombre flottant en Solidity, il y a uniquement des entiers. Donc si on veut minter 500 tokens avec 18 décimales, c'est 500 plus 18 zéros derrière. Donc soit on tape les zéros comme ça, soit donc il y a plusieurs façons de faire. Donc soit vous tapez tous les zéros, donc il faut 18 zéros derrière, soit vous faites fois 10 puissance 18. Donc le étoile étoile c'est pour faire puissance, hein. Donc 500 fois 10 puissance 18 ça fait 500 avec 18 zéros derrière.
Ou alors, donc ça c'est la première façon. Donc la deuxième façon c'est de faire de taper les 18 zéros derrière. Donc voilà, donc là j'en ai mis, j'en ai mis 18 si j'ai bien compté. Et troisième solution, il y a aussi un mot-clé qui s'appelle Ether. Donc on peut taper ici 500 Ether. 500 Ether, Ether c'est une unité. Donc à ne pas confondre, attention à ne pas confondre ETH et Ether. Hein. Et Ether en Solidity est un mot-clé qui représente une unité de 10 puissance 18. Donc sur Solidity, 1 Ether égale 10 puissance 18. De la même façon que 1 Wei, c'est une unité de gaz. Donc 1 Wei est égal à 1. 1 Gwei, en réalité c'est un giga Wei, hein, donc c'est égal à 1 milliard de Wei. Donc vous avez toutes ces unités-là existent. Donc, si vous pouvez taper 500 Gwei comme ça va fonctionner. Donc en réalité, si vous tapez 500 Gwei, c'est 500 fois 1 milliard, donc c'est 500 milliards. Et si vous tapez 500 Ether, c'est 500 fois 10 puissance 18. Donc à ne pas confondre ETH et Ether. Donc Ether c'est une unité, donc peu importe la chain sur laquelle vous êtes. Ici si on est sur BNB Chain, l'unité s'appelle Ether quand même. Hein. Donc un Ether de BNB, bah, c'est 10 puissance 18 Wei de BNB. Est égal à un BNB entier quoi, si vous voulez. Vous avez compris. Donc bon, on va utiliser on va faire notre 500 x 10 puissance 18 et on va tenter de déployer le contract comme ça tel quel. Et on devrait pouvoir voir ensuite sur notre MetaMask le fameux token qui aura été généré. Donc bon là je ne suis pas sur la BNB Chain, je suis sur une version locale que j'ai installée avec Ganache qui est ici. Donc Ganache permet d'avoir un environnement local, une blockchain locale sur laquelle vous pouvez faire des tests où vous avez donc des fake tokens natifs avec des adresses. Donc vous avez un carnet d'adresses ici qui se génère, une seed. Alors bien sûr n'utilisez pas ces seeds pour des environnements de production, c'est pas safe, c'est uniquement pour faire des tests. Ce sera le sujet de MOOC futur. Mais tout ce qu'on fait là, on pourrait l'exécuter avec MetaMask de brancher sur une autre chain, ça marcherait tout aussi bien. Donc là, on va tester en local. On va essayer de le déployer. Donc d'abord, on va essayer, si je clique compile, on va voir ce qu'il nous fait. Donc là, voilà, là il nous a chargé les contracts ERC20. Je pense que j'ai pas d'informations sur la compilation, mais c'est pas grave, on va essayer. Quoique là, il a l'air de dire OK, donc je pense qu'il a accepté la compilation est valide. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant le déployer avec ici le petit menu avec la flèche hein, pour déployer. Et en choisissant l'environnement, vous choisissez en fait quelle passerelle vous allez utiliser pour vous connecter à la blockchain. Donc là, moi ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser Wallet, non pas Wallet Connect, je vais utiliser, où est-ce qu'il est celui-là Injected Provider MetaMask, parce que je vais utiliser en fait mon MetaMask pour faire le déploiement, mais vous pouvez le faire avec d'autres applications, hein. Vous pouvez le faire avec Wallet Connect, avec directement un node connecté à la blockchain. On peut aussi le faire avec Remix, visiblement, mais je pense que ça c'est branché au mainnet Ethereum. Donc moi je trouve que le plus simple c'est d'utiliser MetaMask, comme ça au moins vous êtes maître de ce que vous faites. Vous savez ce sur quoi vous déployez. Donc moi je me connecte avec MetaMask et je vais le faire comme ça. Donc je prends Brian Inu Token, je vais le déployer. Mon MetaMask s'ouvre et me propose ici un déploiement de contrat. Je vois que je dois payer du gaz. J'accepte. Ok, donc là, normalement, ça doit partir. Et voilà, ici, on voit qu'il a été déployé. Donc on a ici Deployed Contract, et on voit que Brian Inu Token a été déployé ici. Je peux récupérer l'adresse à laquelle il a été déployé. Attends. Voilà, donc ça c'est l'adresse à laquelle il a été déployé, en cliquant ici. Et vous voyez que Remix vous permet d'interagir directement avec votre contrat que vous venez de déployer. Donc ici, on a toutes les fonctions ERC20. Avec en orange les fonctions qui font de l'écriture sur la blockchain, donc des fonctions qui nécessitent d'exécuter une transaction et de payer du gaz, et en dessous en bleu les transactions qui ne font que de la lecture. Donc ça on ne paye pas de gaz. On peut récupérer, par exemple si je clique sur décimal, ça va me donner 18, parce qu'il y a 18 décimales. Si je veux avoir le nom, je clique sur name, ça va lire dans la blockchain le nom du token, qui s'appelle bien Brian Inu Token, le symbole, et la total supply, on voit qu'ici il y en a 500 avec 18 zéros derrière. Et balance off, on va pouvoir vérifier notre balance, donc je prends ici l'adresse de mon compte MetaMask avec lequel j'ai fait le déploiement, puisque j'ai déployé avec cette adresse. Je la copie ici et on va vérifier, on voit que j'ai bien une balance ici de 500. Et pour le faire apparaître dans MetaMask, eh bien on va prendre l'adresse à laquelle le contract a été déployé, puisque le contract c'est le token. Donc ici je peux dire dans mes assets je veux importer un token, je mets l'adresse et il m'a détecté que c'est bien le BRINU avec 18 et vous voyez j'en ai 500. Donc il est là, ça apparaît dans mon MetaMask. Donc là, ça y est, on a déployé un token custom. Donc vous voyez, c'est relativement simple. N'importe qui peut le faire. Ça prend littéralement 3 lignes de code.
Si je mets les accolades sur la même ligne, ça fait 3 lignes, hein. Voilà, 1, 2, 3. Donc c'est relativement simple. L'enjeu de votre token, si vous déployez un token, bah évidemment ça va être tout ce qui gravite autour, la tokenomics, etc. Parce que juste créer un token pour créer un token, bah vous voyez, ça n'a pas grand intérêt. Mais on va dire c'est la base et c'est important de maîtriser tout ça, maîtriser ce concept de standard ERC. Il n'y a pas que ERC20, il y en a plein d'autres. Maîtriser les standards, essayer de brancher les uns dans les autres, c'est ça qui est intéressant. Il faut bien démarrer quelque part. Donc démarrer en déployant son propre token, c'est un très bon moyen de se lancer sur Solidity. L'étape d'après pour pouvoir approfondir vos connaissances, une des façons les plus simples de faire, bah, c'est simplement de regarder ce que font les autres. Donc apprendre par l'exemple, c'est quelque chose qui marche plutôt bien avec le développement Web3. Et on va voir un petit exemple ici. Alors, accrochez-vous quand même parce que le code source des grosses applications de DeFi reste quand même très complexe. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre, mais l'idée c'est déjà au moins de pouvoir parcourir le code source et comprendre un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans le capot, quoi. Essayer de comprendre un peu comment ça marche, quels sont les concepts. Alors, le plus simple, on pense forcément aux trucs très populaires comme PancakeSwap, sauf que les DEX c'est quand même un petit peu compliqué parce qu'il y a des notions de création de pools automatiques avec des formules de maths qui gèrent les balances et tout. Il y a quand même un petit peu plus simple pour démarrer, c'est de regarder comment fonctionnent les yield aggregators. Et donc un exemple qui est plutôt pas mal, en tout cas c'est un exemple sur lequel moi j'ai pas mal appris quand je me suis lancé sur Solidity, c'est de regarder comment Bifi fonctionne. En réalité, Bifi et Autofarm, on va dire ça marche à peu près pareil, hein. Ils sont tous les deux basés sur Yearn Finance. En réalité, c'est Yearn Finance qui a inventé le concept et Bifi Autofarm ont un petit peu repris. Donc là, je suis sur Bifi, mais c'est pas, ça n'a pas de signification particulière. On aurait pu aller sur Autofarm, ça aurait été la même, mais c'est juste, voilà, l'interface est plus simple, donc c'est pour vous montrer. Donc, je me mets sur BNB Chain et on va regarder une des pools Bifi qui utilise, alors soit une qui utilise Venus, soit une qui utilise PancakeSwap. Peut-être on va se mettre sur Ellipsis, c'est pas mal aussi. Qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, bah, on va regarder la pool Ellipsis. Euh, donc Ellipsis qui est un fork de Curve hein, sur BNB Chain, qui est plutôt simple à utiliser puisque en fait les tokens sont simplement déposés sur la pool Ellipsis et ça récupère les LP tokens qui sont mis en stacking. Et donc ça fait ça automatiquement. Et les récompenses de stacking sont vendues, redéposées dans la pool Ellipsis, sont restackées, etc., etc. Donc c'est ce truc-là qui tourne en boucle et on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc sur Bifi, en général, vous avez les adresses, enfin, même pas en général, vous les avez toujours, puisqu'il faut pouvoir vérifier, hein. Ne faites pas confiance, vérifiez. C'est un peu le dicton dans la blockchain. Donc je vais sur la page de ce Vault Ellipsis et quand on scrolle un petit peu, on voit qu'ici on a deux adresses. On a une stratégie et on a un Vault. Donc qui vous ouvre BSC Scan avec les contrats qui ont été déployés et bien sûr, eux, ils ont publié le code source de leur contrat ici. À savoir qu'ils ne sont pas obligés hein, de déployer enfin de publier le code source du contrat sur BSS4. Si jamais ils ne le font pas, on peut toujours lire le bytecode, mais décompiler du bytecode c'est très compliqué parce que vous perdez les noms des variables sont perdus, les noms des fonctions sont perdus. Enfin c'est très très difficile à débugger. C'est quand même mieux quand un projet publie son code source avec ses commentaires, avec les vrais noms, avec tout ce qu'il faut, puisque sinon ça équivaut à faire du rétro engineering quoi. C'est comme si sur une application Java vous essayez de la décompiler. Je sais pas si vous avez déjà essayé de faire ça, c'est une vraie galère. Donc là ce qui est bien c'est que le code source est publié. Donc on voit qu'il y a deux contrats, il y a un Vault et il y a une stratégie. Et ce que vous pouvez faire, bah, tout simplement, c'est de regarder. Alors le code source paraît très long, mais en réalité, il n'est pas si long que ça. C'est parce que tous les imports de contrats, là, par exemple comme ici, en réalité, il n'y a pas écrit le import, il y a le code source complet qui se met. Donc la plupart du code source qui au début ne sert pas à grand chose, parce que là, on a un truc OpenZeppelin, un petit peu plus loin, on en a un autre. Là, on a le contrat ERC20. Là, on a un truc Safe ERC20 aussi de OpenZeppelin. Donc tout ça sert pas à grand chose. En réalité, ce qui nous intéresse commence seulement à cet endroit-là, à partir de là. Donc là, on a le code source de Bifi. Donc on a Fee Manager. Donc ici, vous pouvez voir tout leur code. Là, on a un autre truc Gas Throttler. Ça, c'est à eux aussi. Et donc là, on a la stratégie. Stratégie ellipsis. Donc ce contrat est fait pour l'autocompound ellipsis. Et donc là, vous avez juste à lire le code source du contrat et essayer de comprendre un petit peu ce qu'il fait. Donc vous voyez qu'ici on a les tokens, donc on a tout ça c'est les tokens, donc c'est les tokens d'ellipsis, donc les EPS et tout ça, donc, EPX, DEPX, je les connais pas tous, hein, c'est un peu compliqué. Là on a les adresses, l'adresse de la pool, l'adresse de la personne qui reçoit les commissions de chez Bifi. Ici on a l'adresse pour faire des swaps sur Ellipsis, puisqu'en fait les rewards vont être swappés. D'ailleurs pas forcément Ellipsis, ça peut être autre chose, ça peut être PancakeSwap aussi
Donc là ici vous avez toutes les adresses. Donc là, ça va être l'adresse du, ouais voilà, ça va être l'adresse du LP token ellipsis. Ça c'est le token que vous allez recevoir. Bon bref, il y a de quoi faire. Là je l'ai plus en tête et je vois qu'ils ont mis à jour ils ont mis à jour cette stratégie. À l'époque, il y en avait une qui était plus simple, que je maîtrisais pas mal puisque je m'étais basé dessus pour faire mon propre autocompounder, mais là je vois que ça a quand même beaucoup changé. Donc il faudrait faire une lecture complète pour voir un petit peu comment ça marche. En tout cas, je vous invite à le faire. Je vous invite à voir toutes les fonctions. Donc vous voyez qu'ici il y a une fonction de dépôt, il y a une fonction de retrait. Essayez de comprendre comment ça marche le dépôt. Vous voyez que là, bah, ça prend la balance des LP tokens sur l'adresse du contrat. Si on a des LP tokens qui traînent sur le contrat, eh bien on va les déposer on va les déposer sur Ellipsis, et puis ça génère un événement. Et donc là, vous avez à prendre sous la fonction de retrait. Donc vous voyez, ça regarde les tokens qu'il y a sur le contrat. Si on n'a pas assez, ça les retire d'Ellipsis. Là, on a une petite sécurité pour être sûr que le nombre ne dépasse pas. Euh, Ici, on envoie les tokens sur le Vault. Donc on voit bien qu'on a on a deux contrats. On a le Vault et la stratégie. Le Vault, c'est le contrat qui est directement face au public. Donc vous, quand vous envoyez des tokens sur Bifi, vous les envoyez dans le Vault, qui lui-même l'envoie à la stratégie, ce qui permet à Bifi de changer la stratégie en cours de route sans forcer les gens à retirer. Parce qu'en fait, ils peuvent arrêter la première stratégie, remettre les tokens dans le Vault et les envoyer dans la nouvelle stratégie si jamais ils la changent. Ça, c'est la raison pour laquelle ils ont un double contrat. Et là, si vous êtes suffisamment malin, vous avez déjà imaginé le problème de sécurité qu'il peut y avoir. Si Bifi peut changer la stratégie, entre guillemets, dans votre dos, ils peuvent très bien la changer par une stratégie malveillante. Ici, désactiver la stratégie, renvoyer les tokens dans le vault et faire partir les tokens sur une stratégie malveillante. Donc oui, effectivement, c'est une possibilité. Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs évoqué dans leur audit CertiK. Si vous regardez. Donc il y a une question de confiance qui se pose à cet endroit-là. Et vous voyez si vous regardez dans le code du Vault, normalement, il me semble qu'ils l'ont fait. Ils ont prévu justement, pour pouvoir pallier à ça, que s'ils veulent changer de stratégie, il y a un timer. D'ailleurs, bah, il est juste là. Euh, voilà, donc ils doivent d'abord appeler la fonction propose_strat, proposer une nouvelle stratégie à une adresse. Et ensuite, il y a un délai qui se base sur les timestamps. Et tant que le délai n'est pas passé, ils ne peuvent pas mettre à jour la stratégie. Donc ça, c'est leur réponse. C'est la réponse de Bifi à ce problème de sécurité, c'est de dire la stratégie, on peut se permettre de la changer, mais par contre, il y a un préavis, de X jours, je sais pas combien parce que c'est programmable, mais ça leur permet de ne pas changer du jour au lendemain. Bien sûr, l'idée c'est que si jamais il propose la stratégie, tout le monde est censé le voir. Les gens sont censés pouvoir aller vérifier la nouvelle stratégie et juger si elle est malveillante, alerter le public en disant attention, ils vont exit scam, etc. Retirer avant qu'ils puissent appeler la fonction upgrade strat. Mais voilà, je vous invite à vous plonger là-dedans. Il y a beaucoup de choses à découvrir et vous allez apprendre à partir des autres les concepts, comment ils font pour sécuriser, comment ils font pour gérer la gouvernance. C'est très intéressant et bon, on n'a pas le temps de voir tout ça dans le détail, mais vous pouvez le faire vous-même, c'est pas si difficile que ça et vous allez voir, vous allez apprendre énormément de choses. Donc pour terminer juste sur les ressources pour aller plus loin, j'ai pas grand chose à dire. J'ai une chaîne YouTube à vous conseiller qui s'appelle DAP University et vraiment en une vidéo en particulier. Donc bon, c'est une chaîne YouTube d'un infopreneur, vendeur de formations et compagnie machin. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut acheter ces formations. Il fait du contenu gratuit qui est largement suffisant pour apprendre. Donc vous faites pas non plus avoir par les vendeurs de formations. Moi j'ai démarré mon apprentissage de Solidity avec une seule des vidéos de sa chaîne qui s'appelle How to Code a Crypto Collectible ERC 721 NFT Tutorial. Cette vidéo, elle est extraordinaire. Je vous conseille 100% de la regarder. De toute façon, je vous redonnerai le nom de la vidéo. Il vous fait un tuto. Ça dure 2 heures, là, comme vous pouvez le voir. Un tuto de A à Z. Installation de l'environnement local, installation de l'environnement JavaScript, créer un contrat ERC 721, donc un petit contrat NFT avec des couleurs rouge, jaune, vert, bleu, créer une mini interface web en React, vraiment à partir de zéro. Et moi, quand j'ai appris ce truc-là, quand je me suis lancé en tout cas sur Solidity, j'ai fait le tuto de cette vidéo de A à Z. Et aussi, truc qui est très rare dans un tuto de dev, c'est que tout ce qu'il fait, ça marche du premier coup. Si vous avez déjà fait des tutos de dev, vous savez que dans 99% des cas, si vous essayez de répliquer le tuto, vous avez des erreurs dans tous les sens. Là, c'est pas le cas, ça marche de A à Z et c'est vraiment nickel. Ça m'a appris à installer le setup local, la blockchain locale, le code pour faire des NFT et ça vous apprend même à faire une interface en React. Donc vous avez vraiment absolument tout. Je vous enverrai le lien de la vidéo sur le compte Telegram. Pour apprendre également, vous avez la documentation officielle sur soliditylang.org qui est vachement bien. Elle est très claire. Ça parle vraiment de tout dans le détail. Et il y a même une version française qui est pas à 100% traduite. D'ailleurs, je sais plus où est le lien, mais voilà, vous avez une version en français. Si vous cherchez des infos sur, là, par exemple, vous avez les types, vous avez tous les opérateurs, vous avez
la mémoire, comment stocker la mémoire. Enfin, vous avez des infos de très basiques jusqu'à très poussées. Donc la documentation officielle est très bien faite. Et bien sûr, vous avez Crypto Zombie, qui est un cours en ligne un petit peu sympa, qui est gratuit et open source, qui vous apprend à travers un petit jeu de zombies NFT à coder du contrat le plus simple pour créer vos zombies jusqu'à une belle interface web qui vous permet d'interagir avec. Je n'ai pas fait les cours de Crypto Zombie, mais je sais que je connais pas mal de développeurs qui l'ont fait et j'ai toujours eu des bons retours dessus. Et il faudrait que je les fasse même pour un peu me dérouiller et voir d'autres manières de faire des. Par exemple, là, vous avez un tuto front-end et web3.js. Il y a plein de manières de faire des front-end. Donc, par exemple, ça, c'est un tuto que même moi, j'aimerais bien faire. Donc, Crypto Zombie, pour apprendre, c'est top. Donc voilà, les trois ressources que je vous donne pour aller plus loin, ça sert à rien d'en donner des tonnes. Vous avez cette vidéo de Dapp University qui est super cool. Vous avez la documentation officielle et vous avez Crypto Zombie, ça vous suffit largement. Vous allez pouvoir tout maîtriser. Et voilà, voilà. Donc si vous avez d'autres questions sur le Telegram que j'ouvre ici, qu'est-ce qu'on a en nous? Ah, donc Val nous propose crème de la crème pour Solidity. Tapez sur YouTube Patrick Collins 32 heures, Patrick Collins 16 heures, JavaScript et Python. Bah voilà, très bien. Et moi, je vais vous mettre le lien de la vidéo. D'ailleurs, je l'ai même dans mes favoris normalement. Je sais plus où je l'ai mis. Voilà, il est là. Voilà, ça, cette vidéo-là, elle est top aussi. Et voilà. Après, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. On peut faire une petite session de questions-réponses 5-10 minutes. Mais sinon, voilà, on a fait le tour. J'espère que ça a été suffisamment clair. Alors bon, si vous n'êtes pas du tout développeur, au moins vous avez vu dans les grandes lignes comment marche, un peu comment ça fonctionne la vie d'un développeur et un peu comment fonctionne le cerveau d'un développeur. Et si vous avez déjà fait du code dans n'importe quel autre langage, je pense que vous n'avez pas été trop largué. Ça ressemble à du code objet classique avec bien sûr quelques petites notions de blockchain, mais voilà, normalement rien de très obscur si vous maîtrisez. Alors, possibilité que tout le monde comment déployer sur la BNB Chain. Alors, pour déployer sur la BNB Chain, c'est très simple. Si tu le fais sur Remix comme moi j'ai fait, il suffit de changer. Alors, est-ce qu'il le propose? Non, alors déjà ici il le propose pas, c'est dommage. Parce que je pense que ça c'est le mainnet. Là, il propose Optimisme. L'avantage de Remix, c'est que tu peux te connecter avec MetaMask. Et du coup, tu prends MetaMask et tu te mets sur la BNB Chain. Là, par exemple, je me mets sur la BNB Chain avec cette adresse de test et je clique sur le déploiement. Là, je déploie le token Brian sur la BNB Chain actuellement. Bon, j'ai pas de BNB. Je prends une autre adresse sur laquelle je sais pas si j'ai du BNB sous la main, je crois pas. Oui, j'ai une chier d'adresse, mais là, j'ai un peu de BNB là sur celle-là, mais en plus c'est un ledger. J'ai pas mon ledger avec moi, mais voilà, ça marcherait. Tu vois, d'ailleurs, c'est pas très cher en gaz. Tu vois, j'aurais suffisamment de BNB là, mais là, si je clique, ça va déployer sur la BNB Chain. Donc ça, c'est avec Remix. Après, si tu le fais avec un environnement local, il faut se connecter à un RPC de la BNB Chain. Alors ça, c'est très simple. Tu as bnbchainlist.org. Et là-dessus, tu peux voir, en fait, si tu cliques là sur la petite flèche, tu as une liste de RPC. Et donc, tu peux, dans ton environnement local, donc ça, ce sera le sujet du prochain TP avec notre rider. Tu pourras ici déterminer un des RPC. Par exemple, tu mets celui-là, tu le copies-colles et tu mets ce RPC-là. Et dès que tu lances ta commande Node.js qui permet de déployer, hop, ça partira sur la BNB Chain automatiquement. Voilà, cool, Babar, si t'as jamais fait de code blockchain, voilà, c'est le moment de démarrer. Alors moi j'avais démarré tout simple, hein, tu vois, en fait j'avais pris je m'étais basé sur cette vidéo. J'avais fait un petit projet NFT à la con dans lequel tu avais une grille d'un million de pixels et tu pouvais acheter des emplacements pour remplir la grille et ça coûtait un BUSD par pixel, un peu comme à l'époque dans les années 2000 avec le gars qui avait fait la page internet avec 1 million de pixels qu'il avait vendu pour 1 million de dollars. Moi, j'avais fait la même chose, j'avais fait une petite grille comme ça, j'avais lancé ça avec un pote et d'ailleurs on l'avait fait sur la BSC. Voilà, le truc il est plus en ligne actuellement, mais on avait vendu 600 pixels quand même, hein. Donc avec un petit projet comme ça à la con, j'avais fait 600 BUSD. Donc avec mon premier projet Solidity. Donc voilà, si ça peut vous donner envie de vous lancer, allez-y, hein. Ah non, non, je suis pas devenu vieux. Non, non, j'ai vendu 600 pixels et après ça a bidé. C'était pendant le boom des Reflect Tokens. Je sais pas si vous vous souvenez de ça sur la BSC début 2021. Il y a plusieurs Reflect Tokens qui ont fait leur pub sur mon truc. Ils ont acheté des pixels et ils ont mis des liens vers leur token dessus. Non, mais j'ai vendu 600 pixels et après c'est tombé dans l'oubli et le site a disparu d'ailleurs.
Mais voilà, vous pouvez être millionnaire en Brian, hein. Vous pouvez déployer 1 million de Brian et c'est bon, hein. Et voilà. Bon, bah, j'espère que vous avez apprécié. Bah, merci d'être venus nombreux sur le live. Il y a pas mal de monde. D'ailleurs, je vois qu'on est de plus en plus nombreux d'ailleurs. Quel est le lien pour avoir du BNB en testnet? C'est une très bonne question, Brian. Je sais que sur le Discord de BNB Chain, si vous demandez aux développeurs de vous envoyer des BNB tests, ils vous en enverront un petit peu. Par contre, je sais pas s'il y a un faucet officiel pour en recevoir. Peut-être, Brian, tu peux nous répondre pour ça. En cours. J'entends. Pardon. Non, je disais. Ouais, c'était. Je disais qu'il y en avait un. Je vais vous envoyer le lien dans le chat. Ah, super, merci. Ouais. Ah, mais je m'étais dit, je vais déployer le truc sur BNB Chain Testnet, mais ouais, j'avais pas de BNB test sous la main et j'avais pas trop demandé et puis voilà, fallait finir rapidement, donc je crois que j'ai pas eu le temps. Super. Bah, merci pour le lien testnet.binance.org. Enfin, sinon sur le Discord BNB Chain, les devs peuvent vous en envoyer. Vous pourrez retrouver le lien là-dessus de toute façon. Alors souvent, ce qui est bien avec les testnets, c'est que, par exemple, sur le testnet BNB Chain, vous allez retrouver pas mal de projets qui sont réellement sur la BNB Chain, qui sont eux aussi dans leur, qui font eux-mêmes leur version test sur le testnet, ce qui vous permet d'interagir avec. Donc, si vous voulez créer une app pour la BNB Chain, faire votre testnet sur le testnet BNB Chain, c'est utile parce que vous allez retrouver les testnets de PancakeSwap dessus et plein de projets comme ça. Donc, votre blockchain locale, vous utilisez ça pendant votre développement. Et après, si vous voulez tester des intégrations, bah, le testnet est vraiment pratique pour ça. D'ailleurs, en local, vous pouvez aussi cloner une blockchain existante, mais bon, ça, Node-REDER vous expliquera dans le prochain tuto pour pouvoir, en local, avoir un clone de PancakeSwap dans lequel vous pouvez balancer des millions et des millions si vous voulez pour vous amuser, mais au moins ça vous permet de tester que l'interaction avec les autres applis fonctionne. Ouais, l'autre avantage aussi, c'est que au-delà de la partie dev, si vous n'êtes pas sûr de votre coût, vous pouvez tester. Par exemple, s'il y a un contrat qui est déjà sur le testnet et que vous voulez faire certaines opérations, j'en sais rien, vous pouvez le tester là-dessus et au moins vous ne gaspillez pas de vrai BNB, par exemple, si vous vous plantez, quoi. Ouais, c'est ça. Réservez le mainnet vraiment pour la version finale. Parce que vous pouvez très bien pas avoir vu une petite connerie et vous déployer en mainnet, vous balancez 10 000 $ dedans et oups, la fonction withdraw elle marche pas et les 10 000 $ ils sont bloqués à tout jamais dedans. Et ça, il y a personne qui peut venir vous les sauver. Pardon, le lien Discord était pas bon, là, Brian l'a modifié à l'instant. Super, bah voilà, on a fini. Après, si vous voulez ajouter quelque chose ou si vous voulez blablater, ben voilà, c'est le moment. En tout cas, ben voilà, merci d'avoir participé et voilà, en espérant que ça ouvre des voies. Merci beaucoup. Moi, ça m'a donné envie de m'y mettre ce week-end. Tu vois, si tu m'avais dit que tu as galéré avec ton environnement local, voilà, tu peux faire des choses assez simples. Tu peux commencer à creuser le code sans avoir besoin d'un gros environnement local. Et puis de toute façon, dans le prochain TP, tu seras capable d'en setup un sans aucun problème. J'attends ça avec impatience. Merci encore. Eh bien, question du coup. Je sais pas si vous m'entendez. Ouais. Du coup, oui, j'avais posté une question dans le live, mais enfin dans le fil de discussion, mais je crois que c'est. My bad, je l'ai pas vu passer. Ouais, en gros, je suis arrivé assez tard dans le live et je voulais juste demander parce que je suis pas du tout développeur, mais je trouve que c'est quand même hyper intéressant toute cette partie développement sur Solidity. En gros, je voulais savoir, avant de se lancer à Solidity, quels seraient les langages que tu recommanderais en premier lieu en fait, pour pouvoir migrer après sur Solidity après. C'est vrai que démarrer avec Solidity comme premier langage de programmation, c'est un peu délicat parce que Solidity, c'est un langage qui est particulièrement exigeant
dans le sens où le code que tu vas écrire va avoir un impact financier derrière direct. Ouais. Donc la moindre connerie peut créer des problèmes. Euh, les autres langages sur lesquels tu peux utiliser pour te lancer, c'est tous les langages web principalement, parce que si tu fais du Solidity, il va aussi très probablement falloir que tu travailles sur les interfaces web qui sont derrière, donc tout ce qui va être JavaScript, ça s'intègre plutôt pas mal avec Solidity. Solidity est pensé pour être fait dans un environnement JavaScript. Par exemple, le compilateur Solidity est fait en Node.js, donc démarrer avec du Node et les langages web, ouais voilà, avoir quelques notions en Node.js, c'est pas mal pour commencer en tout cas. Ok. Après quand même, JavaScript c'est quand même un langage où c'est un petit peu YOLO entre guillemets, tu peux faire un peu ce que tu veux, les types sont pas très exigeants, alors que sur Solidity c'est un peu plus exigeant, tu peux pas transformer un nombre en un texte ou des choses comme ça, alors qu'en JavaScript c'est possible. Donc c'est un petit peu plus exigeant sur les types, donc ça se rapproche quand même plus des langages de code type software. Mais voilà, une fois que tu as ça en tête, ce qui est important c'est d'avoir un bon état d'esprit algorithmique, quoi. C'est plus si tu maîtrises tes algorithmes, tu n'auras pas trop de problèmes à faire de code, c'est pas hyper difficile à appréhender. D'accord. Ok, merci. Moi, je rajouterais, si tu veux vraiment démarrer sur un truc pas trop compliqué, tu peux faire du Python. Parce que même les data scientists y arrivent. D'accord. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Même les data scientists en font. Moi, j'ai quasiment jamais fait de Python. J'ai entre guillemets, j'ai tout mon historique de dev dans le web, donc je suis pas trop Python. Je m'y suis jamais mis, mais c'est vrai que c'est pas mal. C'est beaucoup demandé et il y a, ouais, même les statisticiens s'y mettent alors qu'ils sont pas forcément développeurs. C'est vrai que c'est pas mal parce que ça peut devenir complexe, mais pour démarrer, c'est vraiment bien parce que tu peux faire des choses assez basiques et ça te permet de comprendre un peu, c'est quoi une fonction, c'est quoi des paramètres, comment j'appelle ça, comment j'affiche une donnée, etc. C'est assez simple, assez lisible et tu arrives à le lire en fait comme ça. Et ça te permet après de passer le cap et de passer. Ce que disait Barmy sur JavaScript, c'est un peu plus compliqué JavaScript parce qu'en plus, tu as des aspects que tu ne retrouves pas dans les langages style Python, tout ça. Là. Tout ce qui est. T'as des frameworks dans tous les sens, la syntaxe, c'est un peu le bordel des fois, c'est un peu dur à lire, il y a des inconvénients quand même à JavaScript, même si c'est extrêmement populaire. Après, tu as TypeScript dessus, sinon, si besoin. C'est supporté. TypeScript, c'est pas mal parce que ça te rajoute une couche de. En fait, ça te force à avoir des types en dur et ça va te donner des bonnes habitudes après pour appréhender d'autres langages. Ok. C'est noté. Merci pour votre retour en tout cas. C'était très intéressant d'ailleurs ce live. C'est quelque chose que vous faites de manière récurrente ou parce qu'en vrai je suis juste venu d'un autre groupe, j'avais vu le lien vers ce live-là, mais en tout cas c'était quand même intéressant. On en fait de manière récurrente. On a commencé il y a pas très longtemps à en faire, donc c'est quelque chose qui est assez récent. Ouais. D'accord. Mais on va en faire de manière récurrente en tout cas. Ouais. Ok, cool. Le prochain, ce sera notre rider qui le fera. Ok, ça marche. Babar, la programmation visuelle par bloc, ouais, ça me dit quelque chose. Comment ça s'appelle déjà? Instadap, je crois. Instadap, c'est une interface où tu as des blocs comme ça que tu enchaînes les uns derrière les autres et tu peux créer des smart contracts comme ça. Je sais qu'il y a des gens qui ont déjà implémenté des flash loans avec ça. Moi, j'ai jamais utilisé, donc je sais pas trop m'en servir, mais je crois que c'est ce dont tu parles. Ah, Furocombo. Ah non, c'est peut-être ça que j'avais en tête aussi, ouais. En effet, comme tu dis, Val. Ouais, non, c'était plutôt ça, ouais. Je crois qu'Instadap fait à peu près la même chose. Ok, voilà. Après, pour ceux qui ont raté le début, de toute façon, il y aura un podcast sur YouTube. Normalement, Brian a enregistré toute la conférence, donc ce sera posté sur YouTube. Et vous pouvez également retrouver les anciens. Donc là, il y en a pas énormément. C'est le troisième MOOC qu'on organise seulement. Mais voilà, les deux précédents sont déjà disponibles sur YouTube normalement, si je dis pas de bêtises, sur la chaîne BNB Chain. Donc c'est un petit peu fouillé. Il y a du contenu anglais et français. Petit à petit, on commence à faire le ménage, mais ouais, c'est ça, c'est sur BNB Chain. Sur YouTube, vous cliquez sur l'onglet vidéo et vous avez les vidéos en français. Vous avez les deux dernières vidéos. Donc la blockchain dans tous ses états de NodeRider, qui est en deux parties. Et vous avez tout sur les wallets, qui est le premier MOOC que j'avais fait il y a 2 semaines. Ok, on va terminer le chat audio. Alors,
Bon, bah, merci à tous et puis bon week-end alors. Merci. Bon week-end. Ciao.